Donc, on en était... Là, voilà. J'avais dit qu'on ferait cet exercice-là, Open Start. D'accord ? Donc cet exercice, il est pas mal, je trouve. Et comme il y a des étudiants Erasmus qui m'ont demandé de mettre pour chaque exercice le numéro correspondant de l'exercice dans l'édition internationale, c'est donc l'exercice 20, page 547 de l'édition internationale. Bon, après, les chiffres peuvent changer entre l'édition internationale et l'édition française, je ne vérifie pas ça. Alors, OpenStart est une entreprise de services numériques entièrement financée par capitaux propres avec 100 millions d'actions en circulation qui se négocient au prix de 1 euro. D'accord ? Donc, on est OK que la structure sur laquelle on part au départ, c'est celle-là. C'est une entreprise qui vaut 100 et qui n'a pas de dette. Et 100, c'est 100 fois 1. OK ? Ensuite, on nous explique qu'en fait, c'est 100 fois 1, c'est 20 qui est possédé par l'entrepreneur, celui qui a créé l'entreprise, et 80 qui sont des capitaux circulants sous forme d'actions sur les marchés. D'accord ? Donc le 80, le 100, en fait, c'est 20 plus 80. Ça nous servira bien sûr pour la suite. Je sens qu'on va avoir du mal à faire l'exercice quand même que sur cette page-là, on va voir. Ensuite, on nous dit, voilà, en fait, c'est quoi son brevet ? Son brevet, c'est un brevet qui soit vaut 160 l'année prochaine, soit un brevet qui vaut 75, d'accord ? Et avec une probabilité à chaque fois qui est de 1,5, 1,5. Donc le taux sans risque, c'est 2%. Bon, ok, ça va certainement nous être utile. Le taux sans risque est de 2%. Et puis voilà, le fondateur de l'entreprise envisage de racheter toutes les actions en circulation. Donc il voudrait racheter, il voudrait qu'il n'y ait plus de capital en circulation, il voudrait tout racheter en endettant l'entreprise. Okay ? Donc évidemment, pour faire ça, vous voyez qu'il doit décaisser 80, puisque la valeur des capitaux en circulation, c'est 80. Le problème, évidemment, c'est que s'il cherche, il ne peut pas emprunter 80 sans risque. Puisque vous voyez que s'il empruntait aujourd'hui pour une valeur de 80, cette dette deviendrait nécessairement risquée. Puisque le taux sans risque est de 2%, on peut penser que ça va incorporer une prime de risque, et donc il ne sera pas en capacité de rembourser à la période suivante, puisque le minimum de ce qu'il peut obtenir, c'est 75. Donc la promesse maximale qu'il puisse faire à des créanciers sans risque, c'est de leur rembourser demain 75. Pas plus, de leur rembourser 75 demain. OK ? Donc, évidemment, on est d'accord ici que ici, voilà. Non ? C'est ce truc-là. Ici, ce qu'il faut ajouter, c'est que ça, c'est la valeur, c'est 100, hein, d'accord ? Quelle est la valeur de marché de la dette qui doit être émise ? Donc, il envisage de racheter toutes les actions en circulation en s'endettant par l'émission d'obligations zéro coupon payables à leur valeur nominale dans 1 an. D'accord ? Donc, c'est dans 1 an qu'on le rembourse. Quelle est la valeur de marché de la dette qui doit être émise s'il veut réaliser cette opération ? Donc, s'il veut réaliser cette opération, il faut qu'il émette une dette de marché qui récupère 80 millions sur les marchés, et donc qu'il émette une dette de marché qui va valoir 80 millions. D'accord ? C'est la valeur de marché de la dette qui doit être émise s'il veut procéder à cette opération. Le problème, comme je le disais, c'est que cette dette, elle ne peut pas ne pas être risquée. Puisque, vous voyez bien que s'il avait aujourd'hui une dette qui lui permet de rapporter 80 millions, bah demain, certainement que quand il va rembourser le principal de la dette, il aura plus de 75 millions à rembourser, et donc, en fait, il va y avoir une faillite, et donc la dette va devenir risquée. C'est donc ça le problème de cette entreprise, c'est qu'en fait, cette entreprise, on propose un endettement qui est risqué. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà traité de ce problème, puisqu'on l'a déjà vu avec les prix d'État, en cherchant les prix d'État qui étaient associés. Ici, on nous propose une technique, enfin, en tout cas une approche, un exercice, dans lequel on peut se passer de ce calcul de prix d'État. Mais le résultat est exactement le même, et la logique est exactement la même. C'est pour ça que l'exercice est intéressant. Donc, bon, évidemment, ce qu'on constate tout de suite à la question B, c'est qu'on ne peut pas émettre une dette sans risque à 80, et donc on dit, supposons qu'OpenStart vraiment émette tout ce qu'il peut sans risque. Donc tout ce qu'il peut sans risque, c'est une valeur nominale de 75 millions d'euros. D'accord ? La valeur nominale, c'est la valeur de remboursement de la dette. C'est-à-dire que celui qui détient la dette, demain, on peut lui rembourser 75. D'accord ? Donc évidemment, ces 75, ils incorporent le remboursement du principal, plus les intérêts à échéance, sachant qu'il n'y a pas de risque. Vous êtes d'accord aussi ? Donc c'est ça la logique.
Donc, ça signifie quoi? Ça signifie à la question B que si on fait ça, d'accord, la valeur de la dette que l'on va émettre, demain on doit rembourser 75, et c'est le remboursement de la dette plus les 2%. Donc, quelle est la valeur de la dette sans risque qui peut être émise? C'est la valeur maximale de la dette sans risque qui peut être émise. Ben, c'est simplement la valeur actuelle sans risque de 75 avec un taux d'intérêt de 2%. Donc c'est 75 divisé par 1,02. Donc 75 divisé par 1,02, ça nous donne un certain résultat. 73,26. Bon, après, il va y avoir des problèmes d'arrondi, on s'en fout un peu des problèmes d'arrondi. D'accord? Donc aujourd'hui, le maximum qui puisse lever sans risque, c'est 73,26. Vous êtes d'accord? Donc s'il lève 73,26, puisque après, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Quelle part des capitaux propres pourrait être rachetée? Bah, les capitaux propres, c'est 100, d'accord? Donc, il peut lever 73,26. Donc, la part des capitaux propres qu'il peut racheter, si c'est ça la question, c'est 73,26%. Rappelez-vous que son objectif, c'était d'en racheter 80%, parce qu'il voulait racheter 80%. Donc, évidemment, il ne peut pas tout racheter. Il y a une partie qui va continuer à être un capital circulant sur les marchés. Ok? Donc c'est la question d'après. On nous dit, mais quelle part des capitaux propres pourrait être rachetée? 73,26, c'est le maximum que vous puissiez faire, oui. 73, combien? Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, j'ai pas regardé la bonne correction du bon exercice. Donc, évidemment, ça n'aide pas. C'est pas grave. 73,53, merci pour votre attention. C'est 73,53. Ok, donc ça fait 73,53%. Donc on est d'accord que si c'est 73,53%, ça signifie quoi? Ça signifie que la question d'après, c'est quelle serait la part du capital encore en circulation? Quelle serait la part du capital encore en circulation? Donc on peut racheter 73,53, d'accord? Donc combien va-t-il rester d'actions au total? Il va rester 100 moins 73,53. Ce qui fait combien? Ce qui fait 26,47, c'est ça? D'accord? C'est ça, c'est 26,47. Donc après cette opération, je le mets là, mais c'est juste pour dire qu'après cette opération, le bilan se présentera de la manière suivante: 100, 73,47 qui est la dette sans risque, et 26,53 qui est le complémentaire de la dette sans risque. D'accord? C'est les capitaux qui restent. Mais attention, sur ces 26,53, il y en a 20 qui continuent à être possédés par le propriétaire de l'entreprise et 6,53 qui sont encore en circulation. D'accord? Donc à la question, quelle serait la part du capital encore en circulation? La part du capital en circulation, c'est la part du capital par rapport au capital. Donc pour moi, la réponse à cette question, c'est 6,53, d'accord? C'est ce qui reste en circulation, divisé par la valeur des capitaux propres, donc par 26,53. Ok? Et donc ça fait combien? Oui? Ouais, quoi? Ouais, 6,47. Bon, je vois que vous suivez bien aujourd'hui. Bon, alors ça fait combien 6,47 divisé par 26,53? Non. On est d'accord que c'est 73. Ah, 53. Ah oui, ok. Bon, ce matin, j'ai pas eu le temps de préparer le cours, en fait. Franchement, c'est un peu normal. Ça fait 4 ans que je fais ce cours. Il faut pas trop que je prépare, sinon après, ça enlève un côté spontané. Et puis, j'ai pas que ça à faire de mes journées, à préparer des cours. Sur des trucs assez basiques. Donc, ici, je me suis trompé. D'accord? Donc donnez-moi le droit à l'erreur. Et en général, on apprend des erreurs des autres. Bon, donc je réécris. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd un peu de temps. Je réécris. Donc on s'endette à hauteur de 73,53. Tout le monde est d'accord?
Et donc ce qui reste, c'est 26,47. D'accord? Et sur ces 26,47, il y en a 6,47 qui sont des capitaux en circulation. D'accord? Donc, à la question, quelle serait la part du capital encore en circulation? C'est comme ça que je la définis moi. Ça sera 6,47 divisé par 26,47. Ce qui me donne combien? 6,47. Combien? 24,5%. D'accord? Donc, du coup, les actionnaires extérieurs détiennent 24,5% des capitaux propres. Bon, question C. On nous dit maintenant, c'est là où ça devient intéressant, on nous dit maintenant, mais ok, on va faire un portefeuille dans lequel on a la dette sans risque, les 73,53, d'accord, et les 6,47. Donc on propose un portefeuille, combinons les actions librement en circulation, qui valent 6,47, et puis la dette sans risque, qui vaut 73,53. Quel est le profil de gain de ce portefeuille? Ce portefeuille, il vaut combien? Sa valeur, c'est 73,53 plus 6,47. D'accord? Donc sa valeur, c'est 80. Ça répond à la question d'après. Ok? Logiquement. Quel est son profil de gain? Le profil de gain, c'est d'expliquer combien ça rapporte de posséder ce portefeuille. Dans les deux circonstances. Ça rapporte combien? Je le mets là. Ce portefeuille vaut 80. Il y a deux cas possibles. Premier cas possible, tout se passe bien. Combien ça rapporte ce portefeuille? Ce portefeuille, il y a une partie de la dette. Donc d'abord, le portefeuille, comme c'est de la dette sans risque, il rapporte 75 en toutes circonstances. D'accord? Et puis ensuite, il rapporte parce qu'il y a des actions qui composent ce portefeuille. Il se trouve que ces actions représentent 24,5%, vous m'avez dit, hein, c'est ça? 24, ces actions représentent 24,5% des actions totales de l'entreprise. Si l'entreprise fait faillite, ça va aller plus vite de ce côté-là. Si l'entreprise fait faillite, si c'est la deuxième état de nature qui se réalise, elle gagne 75, mais elle doit rembourser 75. Donc, les capitaux propres n'ont plus de valeur. Elle ne donne rien à ses créanciers. Donc ici, c'est zéro. D'accord? Puisque vous savez bien qu'elle fait un résultat de 75, ça vaut 75, et que les 75 sont intégralement donnés aux créanciers obligataires. Donc on ne donne plus rien aux actionnaires, donc on ne donne plus rien aux gens qui détiennent 24,5% du capital. L'autre cas est plus intéressant. Dans l'autre cas, notre entreprise, elle rapporte 160. D'accord? Vous avez 160 à distribuer. 160 moins 75, c'est égal à 85. D'accord? Et comme ces gens-là représentent 24,6%, ils ont le droit à 24,6% du capital de l'entreprise restant. Donc combien il reste? Il reste 85. Donc évidemment, ici, ce que je vais mettre, je vais peut-être l'écrire un peu petit, j'avais dit que je mettrais une nouvelle page, mais je ne l'ai pas fait. D'accord? Ce qui reste, c'est 160, je le mets en petit comme ça. 160 moins 75. Donc c'est bien ça le résultat. 75 plus 24,5% de 85. Ça fait combien ça? Moi j'ai calculé 95,75, mais ça tombe, je me suis trompé. Je n'ose plus dire mon résultat. Ça fait combien? 95,125. Oui, 825. Ah, 825, bon. Si, donc je ne m'étais pas trompé. 95,8. Ok, on oublie les arrondis, après c'est 825, vous avez raison. Ça joue un rôle, mais comme on n'a pas été hyper rigoureux, dans les arrondis, ça ne va pas changer grand-chose à la fin au résultat qu'on va obtenir. Enfin, peut-être un petit peu, mais c'est pas très important. D'accord? Donc ce portefeuille, il vaut 80, et il rapporte 75 ou 95,8. On est d'accord?
Donc c'est un portefeuille risqué, bien sûr. Quelle est sa valeur? On l'a dit. Quelle est sa valeur? On l'a dit. D'accord? La valeur du portefeuille, c'est 80, puisqu'il y a 73,53 de dettes non risquées, et puis 6,47 d'actions risquées. Okay. Quelle serait la valeur nominale d'une dette risquée dont les flux seraient le même que ceux du portefeuille précédent? Donc, je répète la question. Quelle serait la valeur nominale d'une dette risquée dont les flux seraient les mêmes que ceux du portefeuille précédent? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire dire? On essaie de nous faire dire qu'en fait, détenir ce portefeuille et détenir une dette risquée qui vaut 80, c'est la même chose. D'accord? Puisque ce qui reste en dehors de ce portefeuille composite, c'est bien la part du créateur d'entreprise qui vaut 20. Okay? Donc en fait, ce portefeuille, ce schéma qu'on a mis, ce n'est rien d'autre que la dette risquée qui vaudrait 80. C'est totalement équivalent à ça. Et c'est composé d'un morceau qu'on peut voir comme un dette non risquée et puis du morceau qu'on ne peut pas racheter des actions. Donc quand on nous dit quelle serait la valeur nominale d'une dette risquée dont les flux seraient les mêmes que ceux du portefeuille précédent, si je comprends bien la question, ce qu'ils appellent valeur nominale ici, c'est la valeur de remboursement. D'accord? C'est la valeur de remboursement. Alors vous allez me dire, mais la valeur de remboursement, elle dépend de la situation de l'entreprise. Bien sûr, puisque la valeur de remboursement, c'est soit 95,8, soit 75. En général, quand on fait faillite et qu'on appelle valeur de remboursement, on se met dans la bonne situation. D'accord? On se met dans la bonne situation, celle où vous remboursez la dette. Quand vous dites, tiens, j'ai un crédit immobilier, je dois tant à la banque aujourd'hui parce que j'ai continué à rembourser, vous ne mettez pas dans la situation où vous ne rembourseriez pas la dette, où vous rembourseriez qu'un parti parce que, je ne sais pas quoi, vous avez eu un problème. Donc ici, la réponse qui est attendue, à mon avis, c'est 95,8. C'est la valeur de remboursement si tout se passe bien. On est d'accord? Et bien sûr que cette valeur de remboursement, elle est dans le bon état de la nature. Dans l'autre, il y a une situation de mise en faillite, donc il y a un défaut de paiement. Et donc, bien sûr que c'est dans le contrat, tout le monde l'a bien prévu. Mais quand on appelle valeur de remboursement, ici, la valeur nominale, pour moi, c'est 95,8. Valeur nominale, c'est pas la valeur de marché. La valeur de marché, on est d'accord que c'est 80. D'accord? Donc la réponse, c'est ça. Quelle est la rentabilité de la dette risquée nécessaire à l'acquisition d'entreprise? Ça, c'est plus intéressant. Peut-être que j'ai essayé de passer, en photographiant là ce que j'ai essayé de passer à la page, une nouvelle page, parce que sinon on va avoir du mal à le faire. D'accord? Donc cette dette risquée, ou ce portefeuille, il vaut 80, il vaut 95,8 si tout se passe bien, 75 plus 24,6 de 85, c'est ça? Et puis, ça vaut 75 en cas de défaut de paiement. D'accord? On nous demande quelle est la rentabilité de ça. Donc on est d'accord que chacune des branches vaut 1,5, 1,5. Ce qu'on nous demande, c'est le coût du capital, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le RD. Le RD, quoi. Le coût de la dette. Donc à quoi est égal le RD ou à quoi est égal le 1 plus RD? Bah, vous voyez que pour faire ça, il suffit de faire juste la moyenne des deux rendements. Dans le bon cas, la dette vaut 95,8 alors qu'elle valait 80. Vous l'avez acheté 80, elle vous donne 95,8. Vous pouvez calculer, c'est le rendement dans le bon cas. Et puis, dans le mauvais cas, vous voyez que la dette, elle vous donne 75. Alors que vous l'avez payé 80, d'accord? Donc c'est ça le rendement de ce portefeuille, c'est son rendement moyen. Donc, combien vaut 95,8 divisé par 80? Ça fait combien? Combien vous dites? 19,8%? C'est ça, hein, c'est en pourcentage comme ça. Ça vaut 1,198, on est d'accord? Ok? Donc c'est le rendement 19,8%, c'est ce que ça rapporte dans le bon cas. Et dans le mauvais cas, ça rapporte quelque chose de négatif, c'est-à-dire combien? Moins 6,25. Ça baisse de 6,25, moins 6,25. Donc si vous faites la moyenne des deux, d'accord, vous allez trouver le résultat, et ce résultat c'est combien? 6, 6, quoi. Là ça va faire 1,0
675. D'accord? Vous me dites. Et donc là, la dette, c'est 6,75%. D'accord? Et bien sûr, 6,75%, c'est bien supérieur à 2%, parce que cette dette, elle est risquée. On est d'accord? Donc elle incorpore une prime de risque. Elle incorpore une prime de risque. OK? Donc ça, c'était la question. On nous demandait quel était le taux d'intérêt ou le coût de la dette, le coût associé à ça. Mais vous voyez que quand vous contractualisez, le taux qui est indiqué, c'est 19,8%. D'accord? C'est la situation dans laquelle il n'y a pas de faillite. Mais le coût de la dette, c'est bien 6,75%, et donc c'est bien le rendement espéré par quelqu'un qui achète cette dette-là. Et bien sûr, c'est supérieur à 2%, parce qu'encore une fois, ça incorpore tout simplement une prime de risque. Donc ça, c'était la question, je ne sais plus combien. C'était la question E. D'accord? Donc 6,775, c'est ça? 725? 775. Bon, quelques chouilles après, hein, parce que si on se trompe dans les arrondis, c'est pas exactement ça. Quel est le CMPC d'Open Start avant la transaction? Quel était le CMPC d'Open Start avant la transaction? Donc le CMPC avant la transaction, c'est simplement ce qu'on appelle le RU, c'est-à-dire c'est le taux, c'est la rentabilité de l'actif certain, d'accord, de l'actif économique de l'entreprise, c'est pas un actif certain, et donc c'est ça qu'on nous demande de calculer. C'est la question F. Mince, j'ai rouvert une page. Rouvrir une page, j'en ai déjà une. OK. Question F. OK. Vous vous rappelez que mon entreprise, elle valait 100 et elle rapporte 160, c'est ça, hein, et 75. D'accord? Donc 160 divisé par 60, ça veut dire que par 100, vous avez une entreprise qui vaut 100 qui peut rapporter 160. Donc ici, dans ce cas-là, vous faites un rendement qui est de 60%. On est d'accord? Et dans l'autre cas, vous faites un rendement qui est de moins 25%. Donc, c'est quoi le RU ou le RCMPC, ce qui est la même chose ici, d'accord, c'est la même chose, c'est la moyenne de ça, d'accord? Donc 60% moins 25%, ça fait 35%, divisé par 2, 17,5%. OK? 17,5%. C'est la rentabilité de l'actif économique. Donc évidemment, question G, je pense que c'est ça la question G, je ne vais pas la relire parce que on a fait une opération qui a consisté à modifier la structure financière de l'entreprise. Donc on a changé son bilan. Mais évidemment, cette modification du bilan n'a pas modifié normalement le RCMPC. Donc si la question G, c'est quel est le RCMPC après l'opération, la réponse c'est 17,5%. D'accord? Ça pourrait être ça. Ça, c'est le théorème de Monet-Miller. Le RCMPC, il vaut tout le temps 17,5%. C'est le RU, il ne va pas bouger. Bon, cela dit, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé à l'exercice, ça vaut peut-être le coup de vérifier que c'est bien ce qu'on a trouvé en faisant tous nos petits calculs. D'accord? En faisant tous nos petits calculs. On peut peut-être tenter ça, de regarder si ça fonctionne bien. OK? Après l'opération, la structure du bilan d'entreprise est la suivante. D'accord? On est d'accord avec ça? Donc d'un côté, on a un actif qui sont les actions d'entreprise, et de l'autre côté, on a la dette dont on a parlé, le portefeuille qui est formé de la dette sans risque et des actions qui sont encore en circulation. Donc on est OK que la dette, on avait vu que c'était 95,8 et 75, ça je l'ai déjà indiqué, hein, c'est ce que j'ai trouvé là, d'accord. Mon 100, je le mets là, c'est pas terrible, je vous l'accorde, il vaut 160 ou 75, donc ça veut dire que les 20 de capitaux propres qui restent, d'accord, ils sont porteurs de combien? Ils sont porteurs de 0, dans le cas de détresse financière, de faillite, c'est bien le cas, c'est la définition de la faillite, c'est qu'il n'y a plus rien pour les actionnaires, 0, et dans l'autre cas, le cas favorable, c'est 160, ça fait combien? 64,2, vous me dites, d'accord? C'est ça. 64,2, ok? Donc vous voyez que le RCP ici, dans ce cas-là, il est de combien le RCP?
le rendement des capitaux propres, évidemment, il va se déduire en regardant ce qui se passe pour les capitaux propres, c'est-à-dire 64,2 ou 0. Donc, 1 plus RCP, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi fois, puisque c'est une probabilité de 1 demi, 64,2 divisé par 20, plus 1 demi fois 0, divisé par 20. Donc ça nous donne combien ça? 64,2 divisé par 4. Ça fait du 15,6, non? 15,6? 1,156. C'est ça? Donc ça fait 15,6%? Non, je ne sais plus. Non, c'est pas ça. Ça fait combien? 64,2 divisé par 40. Ça fait 1,50. Combien? 1,6. 6 exactement? Non, 56. 605. 605. Vous voyez, j'arrive pas à calculer. 1,605. C'est ça? Donc ça fait du 60,5%. D'accord? Multiplier. Non, ça fait pas ça, parce que ça, c'est dans le cas où ça marche. D'accord? Donc il faut le diviser par 2. Et si vous le divisez par 2, ça fait. Ça fait du 60,5%, on est ça? C'est ça le résultat? Ok. Ok, puisque là on a déjà divisé par 2 en fait, 64,2 divisé par 40. Donc c'est bien ce que j'avais écrit, ça fait bien du 60,5%. Ok? Donc logiquement, vous voyez que si vous regardez la structure du bilan d'entreprise, ok, comment on calcule le RCMPC? C'est un coût moyen pondéré du capital. Les capitaux propres représentent combien de l'entreprise? 20%. D'accord? Il rapporte combien? 60,5% en moyenne. D'accord? La dette, elle vaut 80% de l'entreprise et elle rapporte combien? On l'avait calculé au-dessus. Elle rapporte 6,75%. Ok? Si vous faites cette opération, vous trouvez combien? C'est là où ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est qu'on s'est trompé. Si c'est pas à peu près égal à 17,5%, c'est qu'on s'est trompé. Donc est-ce que c'est ça qu'on trouve? Ça doit être à peu près égal à 17,5%. Combien c'est égal à combien? 17,5 exactement? Bah bon cours. Nos arrondis étaient parfaits, et donc on a répondu à la question. D'accord? Donc vous voyez bien que de cette manière-là, de manière alternative à ce qui était fait précédemment, avec les prêts d'État, on a réussi à calculer finalement la valeur de dette risquée, simplement en appliquant la logique de Modigliani-Miller, qui est simplement de dire que voilà, un actif, c'est toujours composé de harold de Breu ou d'autres actifs. Donc si on réussit à identifier ce qu'il y a dans le Happy Meal et à donner une valeur à chaque morceau du Happy Meal, eh ben on réussit à déterminer la valeur de l'actif en question, et donc on reconstitue la rentabilité de la dette et le rendement sans risque. C'est pour ça qu'il est intéressant cet exercice, parce qu'on l'a fait cette fois de manière assez naturelle. Bon, il n'a pas été très très bien réussi, hein. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai donné, en plus je l'ai donné 2 années de suite, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui arrivaient au bout. Donc je sais pas, je ne pense pas que je donnerai une 3e année de suite, ça serait un peu... Ouais, mais ça c'est d'autant plus dur pour vous, parce que si je le donne une 3e année de suite, après ce que je viens de vous dire, et que vous n'arrivez toujours pas, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas compris, ou enfin, en gros, ça ne va pas. Donc voilà. Donc il était pas mal cet exercice, mais il n'est pas très très facile non plus. Hein. Bon, je reviens à mon histoire de endettement et bêta. C'est quoi cette histoire de bêta? En fait, le bêta, c'est simplement ce qu'on appelle, c'est d'essayer d'expliquer d'où vient le rendement d'un actif. Donc le rendement d'un actif, c'est quoi?
Le rendement d'un actif, c'est une variable aléatoire. Je fais un petit rappel. En fait, c'est pas un rappel, c'est que vous allez voir, je pense après dans notre cours. Donc j'introduis ça, mais je ne vais pas y passer trop de temps parce que sinon, on ne va pas avancer. Ce qu'on cherche à expliquer, c'est comment on justifie le rendement d'un actif. Qu'est-ce qui fait le rendement d'un actif I? Vous allez me dire, bien sûr, le rendement d'un actif, pour avoir une idée de ce rendement d'un actif, il faut regarder le risque qui est contenu dans l'actif. Et le rendement en excès du rendement sans risque, il est là pour récompenser la prise de risque. D'accord? Donc c'est ça que je veux essayer de faire, c'est de comprendre d'où vient le rendement d'un actif et comment je peux justifier le rendement d'un actif en question. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que le rendement d'un actif, il est aléatoire, d'accord? C'est une variable aléatoire. Donc, je vous rappelle que dans mes notations, je note RI, la variable aléatoire, et puis je note petit RI, son espérance, d'accord? Donc son espérance, c'est précisément ce qu'espère l'actionnaire lorsqu'il achète l'actif. Donc, bien sûr, c'est sur la base de cette espérance que l'actionnaire prend une décision de détenir l'actif ou pas. Donc c'est ça que je vais expliquer en fait moi derrière. Je vais expliquer comment s'explique le rendement espéré. Et évidemment, il y a un actif particulier qui est l'actif sans risque. L'actif sans risque, c'est plus une variable aléatoire, ou il n'est pas aléatoire. Donc, ce que j'appelle RI moins RF, c'est le surrendement lié au fait de détenir un actif risqué. C'est ce qu'on appelle littéralement la prime de risque. On a déjà rencontré cette notion de prime de risque, d'accord? Donc ça, c'est ce que vous devez promettre, j'ai bien dit promettre, en plus, pour que les gens acceptent de détenir l'actif. C'est l'espérance que vous devez avoir. Donc, moi, précisément, mon CAPM MEDAF, il essaie d'expliquer comment on peut expliquer les primes de risque. Comment on peut expliquer la prime de risque. Et donc, on va avoir une prime de risque parce que les gens n'aiment pas le risque. Ou parce que les gens, quand ils prennent un risque, demandent à avoir quelque chose en plus. Et c'est cette prime de risque. Comment on le fait? D'abord, on part d'une idée assez simple. En fait, les individus n'achètent pas, dans cette théorie, les individus n'achètent pas une action pour le plaisir d'acheter une action. Ils ne sont pas amoureux d'une action. Ils achètent une action parce que l'action compose un portefeuille. Et dans un portefeuille, est une composante du portefeuille. Et ce qu'ils cherchent, eux, à optimiser, c'est pas le couple risque-rendement d'une action, c'est le couple risque-rendement du portefeuille en entier. Donc, ce qui les intéresse, c'est pas une action prise séparément. Ce qui les intéresse, c'est comment cette action contribue, ou ce titre contribue au rendement du portefeuille qu'ils peuvent acheter. Ils sont libres de composer le portefeuille comme ils veulent. Et donc, notamment, ils peuvent acheter un portefeuille extraordinaire qui est le portefeuille de marché. C'est-à-dire celui qui incorpore tous les titres disponibles. Celui qui incorpore tous les titres disponibles. Donc, la question de savoir combien ils sont prêts à payer ou combien on doit leur promettre pour qu'ils acceptent de détenir tel ou tel morceau du portefeuille, telle ou telle action, d'accord, dépend de la manière dont ce morceau du portefeuille, cette action, contribue ou ne contribue pas au risque du portefeuille. Donc imaginez que si vous achetez une action qui, par exemple, évolue en sens inverse du portefeuille, augmente lorsque le rendement du portefeuille est élevé, donc qui est corrélé négativement au portefeuille. Cette action, le fait de l'acheter, ça réduit votre risque total, puisque ça vous permet de diversifier énormément le risque. Dans ce cas-là, la prime de risque peut être négative. A l'inverse, si vous avez une action qui varie avec le portefeuille, qui est très corrélée au portefeuille, cette action ne vous apporte pas grand-chose en termes de diversification de risque, parce qu'elle va dans le même sens que le portefeuille. Okay, et dans ce cas-là, vous allez demander une prime de risque importante pour détenir l'action en question. Donc c'est ça l'idée qu'on a. L'idée, c'est de dire que le rendement, la prime de risque ne va pas dépendre du risque associé à une action particulière, va dépendre uniquement de la manière dont l'action contribue au risque de marché, corrèle avec le risque de marché. Donc comment on peut essayer de formaliser ça? Par une formule assez simple en fait. Vous avez en fait une variable aléatoire qui est ce qu'on appelle le rendement en excès. RM, c'est le rendement du portefeuille de marché. Donc vous avez bien compris que
le RM, le rendement du portefeuille de marché, lui, il est risqué, d'accord? C'est un portefeuille risqué, d'accord? C'est un portefeuille risqué. Et le RI moins RM, c'est ce qu'on appelle le rendement en excès, c'est combien l'action rapporte en plus du rendement du marché. Ceci est une variable aléatoire. Donc, comme tout variable aléatoire, vous pouvez très bien faire... Vous pouvez très bien, c'est ce qu'on appelle faire une régression linéaire théorique. Vous avez bien vu ce qu'étaient les moindres carrés. Les moindres carrés simples, consistant à faire une projection du variable aléatoire sur un plan. Ok? Vous pouvez toujours écrire, vous pouvez toujours décomposer l'évolution d'une variable, la réalisation. Les réalisations, c'est bien aléatoire, d'une variable en différentes composantes. Quelles sont les composantes qu'on va essayer de voir ici? On va décomposer l'évolution de RI moins RM, les réalisations de RI moins RM, sur deux composantes. On va faire simplement une régression linéaire, d'accord? Donc une régression linéaire, vous avez toujours un terme, c'est A plus B quelque chose. Je ne note pas ça A plus B, je note ça alpha plus bêta, d'accord? Donc ceci, c'est bien. Vous pouvez toujours écrire que ceci, vous pouvez projeter cela. Mince, je me suis trompé. J'ai mis RI moins RM, c'est RI moins RF que j'aurais dû mettre. Je suis pas très en forme, hein. Je suis vraiment pas en forme. Je donne trop de cours au premier semestre. Ça me permet d'être en vacances au second semestre. D'accord? Ce que je cherche à expliquer, c'est la prime de risque. Pardon. C'est pas l'excès en rendement. C'est le rendement excédentaire, mais pas par rapport au marché, par rapport au taux sans risque. D'accord? Donc, ce qui est à gauche de l'équation, c'est bien, non pas la prime de risque. La prime de risque, c'est l'espérance de ça. C'est le rendement en excès par rapport au titre sans risque. D'accord? Et ce que je fais, c'est que je peux toujours le décomposer. Le projeter sur une variable aléatoire qui est le rendement en excès du marché, RM moins RF, et puis le projeter sur une constante, et je vais avoir des coefficients, ici je projette sur une constante, là je le projette sur une autre variable aléatoire, c'est RM moins RF, et puis ici bien sûr, cette régression linéaire, elle a un résidu que j'appelle epsilon i, et vous savez que la caractéristique de epsilon i, c'est que epsilon i, par définition de la projection linéaire, doit être orthogonale à la variable sur laquelle vous projetez, d'accord? C'est bien ça, faire une projection. Et puis en même temps, le epsilon i, il doit être aussi orthogonal à la constante, c'est-à-dire que l'espérance du epsilon i doit être égale à 0. C'est ce qu'on appelle faire une régression linéaire théorique. Les coefficients alpha i et bêta i sont deux scalaires qui dépendent de l'actif en question, puisqu'on s'intéresse à un actif i. Okay? Donc à quoi est égal bêta i? Bêta i, c'est x' moins 1, x' y. Je dirais Madame Dose. Vous avez vu Madame Dose l'année dernière? Voilà, x' moins 1, x' y. Vous voyez, j'ai des souvenirs. Hein. Donc c'est quoi le coefficient bêta i? C'est la variance. C'est x'(x moins 1). X'(x moins 1), c'est la variance de la variable sur laquelle vous projetez, d'accord? Et au-dessus, c'est x'(y). X'(y), c'est quoi? C'est la covariance entre la variable sur laquelle vous projetez et l'autre, d'accord? Donc c'est ça le coefficient bêta i, ok? Le alpha i, il est tel que, en moyenne, E de epsilon i doit être égal à 0. C'est juste ça, le coefficient des moindres carrés dans une régression linéaire, d'accord? Donc le bêta, il exprime quoi? Le bêta, il exprime la manière dont le risque qui est associé à l'actif corrèle avec le risque de marché. Donc si bêta i est négatif, c'est une corrélation négative. Si bêta i est positif, c'est une corrélation qui est positive. Vous voyez que, pour aller un peu plus loin, si bêta i est supérieur à 1, ça veut dire que non seulement l'actif corrèle positivement avec le marché, mais amplifie les mouvements du marché. Si bêta est compris entre 0 et 1, il corrèle positivement, mais en quelque sorte, il amortit les mouvements du marché. Donc, c'est bien ça l'idée de bêta, c'est la manière dont le rendement varie parmi les états de la nature avec le rendement de marché en question. Donc, quand on a écrit ça, on n'a rien écrit. Ça, c'est une équation, on peut toujours écrire ça.
On peut toujours écrire ce résultat-là. Pour n'importe quelle variable aléatoire, on provide une variable aléatoire sur une autre variable aléatoire. Le résultat du MEDAF, c'est d'expliquer que dans cette régression, la constante alpha i vaut 0. Donc, croire dans le MEDAF, ou croire au CAPM, c'est d'expliquer que alpha i est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire que alpha i est égal à 0? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rendement, supplémentaire, en plus, systématique, qui aurait une autre source que la manière dont l'action corrèle avec le marché. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rendement supplémentaire qui proviendrait de la manière, qui proviendrait d'une autre source que de la manière dont l'actif corrèle avec le marché. Tout le rendement, tout le RI-RF, d'accord, provient uniquement de deux sources. Une source purement aléatoire, qui est totalement en dehors du marché, qui est le epsilon I, d'accord, qui est la volatilité qu'on va appeler après idiosyncratique du titre, d'accord, qui n'a rien à voir avec le marché, quelque chose qui n'est pas dans le marché, qui n'est pas corrélé du tout avec le marché, par définition, puisque le epsilon I, c'est la projection orthogonale, c'est ce qui n'a rien à voir avec le marché. Et le reste provient juste de la manière dont le titre corrèle avec le marché. Donc, si vous croyez à ça, vous voyez que cette relation, je peux aussi l'écrire en espérance, et quand je l'écris en espérance, je prends l'espérance à gauche et à droite de cette équation, de ça, d'accord? Et donc, ceci n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la prime de risque, donc c'est ce que vous devez promettre, c'est ce que le marché promet aux gens qui vont détenir l'action en question. Et si vous prenez l'opérateur espérance, vous savez que l'opérateur espérance est un opérateur linéaire, vous prenez l'espérance de x plus b, ça fait a l'espérance de x plus b, d'accord? Donc vous prenez l'espérance de l'autre côté. Si alpha i est égal à 0, bah, alpha i c'est une constante, de toute façon c'est égal à 0, donc ça ne joue pas de rôle. Bêta i, c'est quelque chose, c'est une régression théorique, c'est pas aléatoire, c'est un scalaire, d'accord? Et donc vous voyez que ce qui reste, c'est que ceci est simplement égal à bêta i de l'espérance de Rm moins Rf, c'est-à-dire de Rm, puisque Rf est connu, donc E de Rm, c'est égal à petit Rm, et donc vous en déduisez plus l'espérance de epsilon i, et par définition l'espérance de epsilon i c'est 0. Donc vous avez ici l'équation fondamentale du CAPM, c'est celle-là, d'accord, qui vous dit que la prime de risque ne dépend que de la manière dont l'actif corrèle est corrélé avec le risque de marché. Vous auriez pu vous attendre à ce qu'une partie de la prime de risque provienne d'une volatilité spécifique à l'actif en question. C'est-à-dire une volatilité qui ne proviendrait pas du marché, qui serait en dehors du marché. Ben, ce que vous dit la CPM, c'est que si vous êtes libre de former votre portefeuille, en fait, comme vous avez une très vaste gamme d'actifs à votre disposition, quand vous devez placer 1 euro, vous allez étaler cet euro sur tous les actifs qui sont disponibles, et tous ces risques idiosyncratiques, ici, vont devenir négligeables, parce qu'ils vont s'annuler, parce qu'ils sont en très très grand nombre, et ils vont s'annuler en les moyennant, en quelque sorte. Et donc du coup, le seul risque qui va rester, le seul risque qui va importer pour vous, quand vous détenez un actif, c'est pas le risque qui serait spécifiquement associé à cet actif, c'est la manière dont cet actif corrèle avec le risque de marché. C'est bien cette logique-là. Vous détenez un actif, non pas pour le plaisir de détenir un actif, mais pour diversifier votre portefeuille. Donc fondamentalement, comme votre portefeuille est composé de plein d'actifs, la seule chose qui importe pour vous, lorsque vous détenez un actif, c'est de regarder comment cet actif s'ajuste par rapport à l'ensemble du portefeuille. Et à la marge, c'est encore une fois un calcul où vous composez le portefeuille de manière optimale, et bien à la marge, vous allez avoir ce résultat-là qui vous dit que la prime de risque ne provient pas de la volatilité spécifique à l'actif, ne provient pas du tout du epsilon i, c'est ça le epsilon i, c'est la volatilité spécifique à l'actif. Bah, ça n'a rien à voir avec ça,
ça provient juste de la manière dont l'actif corrèle avec le risque de marché. Donc, bien sûr, vous voyez que un actif qui aurait un bêta de 1, c'est un actif qui se comporte exactement comme le marché. Dans ce cas-là, sa prime de risque, elle est la prime de risque de marché. Un bêta, un actif non risqué, c'est un actif dont le bêta serait égal à 0. D'accord? Puisqu'il ne corrèle pas avec le marché. Dans ce cas-là, sa prime de risque est égale à 0. Et donc, on a ce résultat-là. Donc, en fait, le bêta, il mesure la quantité de risque de marché qui est contenue dans chacun des actifs. Et c'est ça qui doit justifier la prime de risque associée à cet actif en question. Donc nos investisseurs qui achètent une entreprise, ils n'achètent pas une entreprise parce qu'ils sont amoureux de l'entreprise, ils achètent une entreprise parce qu'ils détiennent plein d'autres entreprises et qu'ils veulent diversifier leur portefeuille. Donc c'est ce qu'on nous fait croire dans Modigliani Miller. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, ce qu'on appelle le coût du capital ou le rendement espéré par un actionnaire dépend fondamentalement du bêta qui est associé à l'actif en question. Ok? C'est ça le CAPM. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que les marchés soient complets. Les risques que j'ai appelés idiosyncrasiques ne sont pas rémunérés. Vous voyez que ce que j'appelle ici les risques idiosyncrasiques, spécifiques, diversifiables, ce sont ces risques-là. D'accord? C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils font bien sûr bouger les actions tous les jours, mais ils ne donnent pas lieu à une promesse de rémunération sur le marché. Seul le risque qui est corrélé au marché donne lieu à cette promesse. C'est un résultat spectaculaire. Donc si on applique cette logique maintenant à notre situation, vous voyez que nous, en fait, on a plein d'actifs dans ce qu'on fait. On a des capitaux propres. Donc, les capitaux propres, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bêta des capitaux propres qu'on appelle aussi le bêta des actions. Et ce bêta des actions, il nous indique quel risque de marché est contenu dans les actions en question. Donc, on a cette formule-là pour les actions. Ok? Vous avez cette formule-là aussi, bien sûr, pour la dette, en admettant que la dette soit risquée. La dette, c'est un titre comme un autre, donc il peut être risqué. Donc lui aussi, il y a un bêta qui est associé à la dette. Sauf que si la dette est non risquée, bah, ce bêta, d'accord, il sera de 0. Et puis, vous pouvez continuer un peu cette liste, et vous savez aussi que, puisque, en fait, tout ça représente l'entreprise, l'entreprise pourrait ne pas être endettée, donc vous êtes aussi capable de calculer la prime de risque qui est associée à l'actif économique de l'entreprise. D'accord? C'est ce que j'ai appelé le RU ou le RCPMC dans le cas de Modigliani Miller. RU moins RF, c'est la prime de risque associée à l'entreprise non endettée, et là aussi, vous pouvez décider, vous pouvez mesurer un bêta. Le bêta en question, c'est le bêta qui est associé à l'actif économique de l'entreprise. Donc c'est vraiment la manière dont l'activité de l'entreprise corrèle avec le marché. D'accord? Donc vous avez ces trois équations qui sont valides. C'est ça ma théorie du CAPM. Si le CAPM est vrai, d'accord? Si le CAPM est vrai, bah, tous les alphas, ceux des capitaux propres, tous les alpha D, la surperformance qui serait ça, le alpha U, tout ça c'est égal à 0. Donc finalement, ce qui vous reste, c'est ces trois équations-là. Bon, vous vous rappelez que ce qu'on a vu, c'est que RU, c'est la moyenne pondérée, RU c'est aussi CMPC, et d'après Modigliani Miller, c'est aussi la moyenne pondérée du RCP et du RD. Pondérée par quoi? Par la part des capitaux propres dans le bilan d'entreprise. Sachant que, évidemment, par le choix de votre structure financière, bah, vous répartissez ce RU, en fait, entre rémunération des actionnaires et rémunération des créanciers obligataires. D'accord? Vous avez cette formule-là qui nous montre que le RU n'est que la moyenne de ça. Ok? Donc, si mon premier système d'équation est vrai, si mon second est vrai parce que c'est Modigliani Miller, bah, vous en déduisez un principe très simple, c'est que, vous voyez, vous prenez,
le RM apparaît des deux côtés, ça n'a aucun intérêt, et le RF apparaît tout le temps, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc, pour que les deux soient compatibles, il faut que ce que j'appelle le bêta U soit lui-même la moyenne pondérée ou en tout cas, il faut que cette relation soit vérifiée, parce que il faut que le bêta U soit lui-même, vérifie la relation suivante, soit lui-même une combinaison linéaire du bêta CP et du bêta D. D'accord? Donc vous avez ce résultat-là. Donc ça signifie quoi? Le bêta U qui est à gauche de l'équation, c'est en quelque sorte, d'après le CAPM, le risque qui est associé au fait, de détenir toute l'entreprise, tout son actif. C'est le risque de l'actif économique de l'entreprise. Le risque au sens, celui qui est corrélé avec le marché. Évidemment, quand vous décomposez l'entreprise ensuite en actifs, sachant que ces actifs peuvent être achetés librement sur les marchés, et le bêta qui est associé à chacun des titres, il doit être tel que la moyenne des bêtas donne le bêta de l'actif économique de l'entreprise qui, lui, ne dépend pas de la structure financière. D'accord? Qui dépend juste de l'activité de l'entreprise en question. Donc c'est cette formule-là qui est importante. Donc cette formule-là, elle est juste une conséquence de ce qu'on a introduit auparavant. Alors, on va faire quelques exercices. Donc voilà, le bêta U, c'est aussi ce qu'on appelle le bêta. Voilà. Je dirais qu'il y a un hélicoptère qui va atterrir près du Panthéon, tous les gens sont là comme ça. Non mais en plus c'est vrai. Hein. Voilà. Tout se met à voler partout. Ah oui, je le vois. Non, je suis un peu comme ça, j'aime bien quand il y a des pimpons. Quand j'étais petit, je me jetais à la fenêtre. C'est la sécurité civile qui arrive. Il y a visiblement un accident. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Donc, le bêta U, c'est aussi le bêta à endettement nul. D'accord? C'est celui qui est calculé lorsque il n'y a pas d'endettement et donc les capitaux propres représentent ou absorbent l'intégralité du risque de l'entreprise. Donc, exactement comme vous aviez la formule qui vous expliquait que le rendement des capitaux propres, c'était le rendement d'actifs économiques de l'entreprise, plus le levier multiplié par la différence entre le RE et le RD, vous allez avoir exactement la même formule sur le bêta. Donc vous voyez bien que bêta D étant égal à 0, il y a un cas particulier important, c'est bêta D égal à 0, c'est-à-dire vous pensez que le bêta de la dette est plus faible, parce que la dette est moins risquée que les actions. Donc, si la dette est carrément non risquée, bêta D est égal à 0. Dans ce cas-là, vous voyez bien que le bêta des capitaux propres, ceci, c'est ce que j'ai appelé le levier, d'accord? Le L. Le bêta des capitaux propres, il est égal à 1 plus L, le bêta U. Donc, toujours le même raisonnement, le fait d'augmenter le levier de l'entreprise, ça concentre davantage le risque de l'entreprise dans les actions. D'accord? Si la dette est non risquée. Donc c'est exactement le résultat que vous avez là. D'accord? Vous voyez, le bêta U, il est donné, il dépend de l'activité de l'entreprise. Si vous augmentez le levier, mécaniquement, ça augmente le bêta des capitaux propres. Et ça revient exactement à la même chose de dire que ça augmente la prime de risque, puisque c'est le bêta des capitaux propres qui détermine la prime de risque. D'accord? Donc le raisonnement, il est là. Lorsque vous endettez l'entreprise, naturellement, vous augmentez le bêta des actions, en admettant que le bêta des obligations est inférieur au bêta des actions, c'est ça. Là, j'ai pris bêta D égale 0. C'est bien ça le raisonnement qui est fait. Donc cette formule, bon, voilà, elle est juste une conséquence de ça. Exemple, on nous dit les actions McDonald's ont un bêta de 0,8. Le levier de McDonald's est de 0,1. Donc on est d'accord que la structure de McDonald's, c'est ça. Ok?
Dire que le levier est de 0,1, ça veut dire que là où vous avez 1 de capitaux propres, vous avez 0,1 de dette, et donc la valeur de McDonald's est de 1,1. C'est ça la structure du bilan de McDonald's, d'après l'énoncé en question. On nous dit ensuite, on suppose que bêta D est égal à 0, donc on met bêta D égale à 0, parce que la dette est sans risque. Et puis ici, on nous dit que bêta CP, c'est le bêta des actions, c'est 0,8. D'accord? Et donc on nous pose la question, quel est le bêta des actifs de McDonald's? Donc ce qu'ils appellent le bêta des actifs, c'est le bêta U. D'accord? C'est ce qui est à gauche, c'est le bêta qui est associé à la valeur de l'actif. Donc on est OK que le bêta U, c'est la moyenne pondérée des deux autres bêtas, pondérée par quoi? Pondérée par, juste pondérée par les parts, les capitaux propres et de la dette dans la structure du bilan de McDo. Donc vous voyez à quoi est égal bêta U. Bêta U, il est égal, c'est une moyenne pondérée, c'est la formule qu'on a vue, du bêta des actions, pondéré par quoi? Par le poids des actions. Le poids des actions dans la valeur de McDo. Donc le poids des actions, c'est 1, puisque le levier est de 0,1. Donc le poids des actions, c'est 1 divisé par 1,1, multiplié par 0,8, plus 0,1 divisé par 1,1 multiplié par 0. D'accord? Donc en fait, ça fait 0,8 divisé par 1 plus L, hein, c'est ça. Donc ça fait combien ça? C'est un petit peu inférieur, donc ça va faire 0,60 quelque chose. 60 73. Alors comme il y en a, vous me dites 72, 73, ouais, 727. Donc on va mettre 73, d'accord? C'est plutôt proche de 73 que de 62. Donc le bêta, bien sûr, il est plus faible, puisque vous voyez bien sûr que le bêta I, c'est 0,727, parce que comme il y a un petit peu de dette, il n'y en a pas beaucoup, bah, les actions sont un peu plus risquées que l'actif de l'entreprise en question. Que deviendrait le bêta des actions de McDonald's si l'entreprise décidait d'augmenter son levier à 0,5? Donc c'est quoi McDonald's qui passe à un levier de 0,5? C'est McDonald's, Modigliani Miller. La valeur reste toujours la même. Le bêta U, il n'a aucune raison de changer. Puisque le bêta U, il est lié au risque de l'entreprise globale. Donc on l'a calculé, il vaut 0,73. Et puis maintenant, on nous dit, le levier, on veut l'augmenter à 0,5. Donc si on veut l'augmenter à 0,5, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on veut avoir un bilan dont la structure est un peu différente. Normalement, j'ai cours jusqu'à... J'ai cours jusqu'à 16h. Pardon? J'ai cours jusqu'à 16h normalement. Jusqu'à 16h? Ouais. Non, vous n'êtes pas sur le planning, monsieur. Le planning est là et D'accord. le planning est là, Ouais. et c'est moi qui cours jusqu'à 16h. D'accord. Ok. Vous êtes dans quel UFR? C'est pour comprendre d'où ça vient. Vous êtes dans quel UFR? UDS. Ok. D'accord. Bon, on va arrêter le cours, c'est les secrétariats qui ne savent pas réserver les enfants. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. J'avais déjà vu la semaine dernière que c'était pas indiqué. Alors, soit je fais une erreur, c'est bien l'horaire que vous avez sur vos derniers enfants. Pas rien. Bon, The First. C'est dommage, on avait quand même c'était quand même une super belle journée. Si vous pouvez aller voir quand même si l'amphi à côté n'est pas libre, on ne sait jamais, il y a peut-être une erreur comme ça. Hein, mais